d'être présent pour cette soirée sur l'esprit de Genève. Avant de passer la parole à nos invités qui sont des spécialistes en la matière, je vais juste vous replacer ce projet dans le contexte de Genève, ville de paix. Il y a 17 ans, je passais très très régulièrement devant un panneau qui s'appelle Genève, un lieu pour la paix. Et en tant que metteur en scène et comédienne, je me posais la question, plus qu'une question même, je peux dire que c'était un peu une obsession. Je me disais, mais où est-ce que la culture intervient dans cette question de Genève, un lieu pour la paix? Et donc, j'ai écrit un festival qui s'appelait Un festival pour la paix, pour moi, comme ça, pour mon plaisir, en déposant des concepts pour cette proposition. Et peu de temps après, il y a eu le Festival de la Bâtie qui cherchait un directeur ou une directrice. Et comme j'avais ce festival sous la main, je l'ai envoyé en toute innocence. Et j'ai été retenue parmi 60 candidats. Et je me suis retrouvée devant 8 jurys. Et je n'avais absolument aucune idée de ce que je devais leur dire. C'est-à-dire que le principe était là, ce que je voulais faire était là. Par contre, comment le faire et comment mener à bien cette expérience, je n'en avais aucune idée. Et donc, ça a pris 17 ans pour prendre la forme qu'on a ici aujourd'hui, qui s'appelle le Samadhi Project, qui est un événement qui permet, grâce à la pièce de théâtre centrale, de se poser la question de ce qu'est la paix, mais non pas par les traités politiques ou institutionnels, mais plutôt par un regard, c'est-à-dire de se poser la question, finalement, est-ce que la paix, ça commence pas tout simplement par le regard qu'on pose, évidemment, sur soi-même, sur l'autre, mais aussi, tout simplement, est-ce qu'on est en paix ou est-ce qu'on est pacifique avec son corps toute la journée, qu'est-ce qu'on ingère, comment on se nourrit, enfin, toutes ces questions qui, finalement, sont très intimes et très proches de notre quotidien et qui m'ont beaucoup questionné et sur lesquels j'ai fait un travail de 4 ans de recherche pour un peu questionner notre rapport au monde, notre regard sur le monde et finalement s'il n'y avait pas quelque chose à trouver au niveau de la paix sur ce côté-là. Cette obsession de vouloir mettre la paix au cœur de la culture, c'était aussi finalement de se dire la culture, pour moi, c'est vraiment un terme qui est cultivé. Enfin, ça a un lien avec l'agriculture. Et je trouve que finalement, on a assez peu, souvent, l'occasion de se reposer la question de ce qu'est la culture, le théâtre, les arts, etc. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est de se dire que la culture, il s'agit de semer. Et quand on sème, on se pose la question de qu'est-ce qui va germer et de qu'est-ce qui va grandir. Donc, depuis le début, mon ambition, c'était de me dire, la seule chose qui compte, c'est si vous venez voir une pièce de théâtre, j'aimerais en tout cas réfléchir avec quoi vous allez repartir. Quelle est la graine qu'on va semer? Vous êtes le terreau et qu'est-ce qui va possiblement germer? Et donc c'est comme ça que ce projet est né, avec une pièce de théâtre qui permet de questionner ce qu'est la paix sous plein d'angles différents et qui permet aussi de se dire nous, humains, on fait partie de cette paix, on a une responsabilité là-dedans et finalement on le sait assez peu. Et en faisant partie de ce monde et de cette biodiversité, j'avais envie de parler de cette richesse, de ce terreau extraordinaire qu'est l'humain et dont on parle assez peu, c'est-à-dire les perceptions extrasensorielles, les différents talents qu'on a tous et qui souvent sont un peu laissés en jachère, peut-être même des fois pour toute une vie. Donc voilà, ça c'est le terrain de la pièce de théâtre. Et autour de la pièce de théâtre, l'idée c'était d'inviter des gens qui, eux, se sont plongés depuis 10 ans, 20 ans, 50 ans dans une passion, une manière de voir le monde, ou même plusieurs, mais en tout cas d'avoir vraiment un engagement dans quelque chose et de creuser à sa façon, sans passer forcément par l'université ou quel que soit le chemin. Mais c'était ce chemin personnel qui m'intéressait et de dire pourquoi ne partagerions-nous pas juste ces chemins-là, sans vouloir opposer les choses, sans vouloir faire un débat, mais juste d'entendre ce que quelqu'un a à dire sur la santé, sur la paix, sur notre rapport au monde ou sur les potentiels du cerveau, etc. Tout le programme est déployé donc au cours de ce Samadhi pendant 1 mois. Et vous aurez l'occasion de regarder le programme et de venir voir la pièce de théâtre si vous en avez envie, qui est présentée jusqu'au 18 octobre et avec, ce qui est assez rare, 13 comédiens et musiciens sur le plateau. Voilà, je vais inviter maintenant Philippe Roch, Jacques Rosset. Ah, tu veux qu'on commence par Matei peut-être? Pardon, alors je vais commencer par Matei, excuse-moi Philippe. Voilà, il faut juste se rasseoir. Alors... Merci Sarah. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Matei Hassine et je suis un des fondateurs de l'Institut des Pléiades.
une association qui œuvre pour l'éveil des consciences au travers l'organisation de conférences comme celle-ci ce soir. Alors j'aimerais remercier d'abord Sarah et puis tout le Samadhi Project et toutes les personnes qui sont bénévoles ici pour rendre ce mois d'événements un grand succès. On a commencé hier soir, ça a été formidable, avec une conférence avec Corinne Sombrin, une collègue à elle, suivie de la pièce de théâtre, L'invisible chemin, que je vous conseille vraiment de voir parce que ça fait rire, ça fait réfléchir. C'est vraiment un moment extraordinaire. Alors, l'Institut des Pléiades a été créé en 2016 avec deux amis, Stéphane et Laïra. Stéphane est dans la salle et Laïra, malheureusement, ne pouvait pas venir ce soir. Et donc, on organise des conférences à Genève. On invite des personnes de différentes parties de la Suisse et même du monde. Et notre vision, c'est de participer à la création d'un monde de paix basé sur le respect et la bienveillance. C'est pour ça que cette conférence ce soir nous tient à cœur, parce que nous sommes à Genève, un lieu de paix où censé l'être. Et là, on va explorer ce soir pourquoi Genève est un lieu si particulier, pourquoi il y a les Nations Unies ici et toutes les organisations internationales. J'en profite pour remercier aussi les bénévoles de notre association ce soir. Nous avons Christian, Jacqueline et Doris qui nous font le plaisir d'être là pour nous aider avec l'accueil. Et puis, je vous informe aussi que cette conférence est filmée, comme la conférence d'hier soir avec Corinne Sombrin et la conférence de dimanche qui sera une table ronde sur qu'est-ce que la conscience, à 13h30 ici même. Donc, ces vidéos seront disponibles sur notre chaîne Pleiadian Institute, c'est notre chaîne YouTube, et puis on vous enverra un mail si vous êtes sur notre mailing list pour le lien. Voilà, donc sans plus tarder, je passe la parole à Jacques Resset, architecte et biologiste, pour la suite de la soirée. Merci beaucoup et bonne conférence. Merci Mattei. Bonsoir à tous. Je fais là une très brève intervention juste de présentation aussi, que vous puissiez connaître un peu la genèse de ce symposium. Donc, en 2017, je publie mon premier ouvrage qui s'appelle Genève-Mont-Blanc au lieu planétaire. Je sais qu'un certain nombre de personnes ici l'ont déjà lu. Il fait l'objet d'une nouvelle édition qui vient de sortir cette semaine avec plus d'informations, plus de textes également. Et puis, à la suite de cette sortie-là, il y a eu un certain engouement qui a en quelque sorte surfé sur les informations qui étaient diffusées, dont la plupart, pour la première fois, sur le sujet de la géographie sacrée, de la géomancie, de l'énergie du territoire. Et ceci a donné lieu à 2 grandes conférences qui ont eu lieu dans les locaux de l'université, dans les grandes salles de l'UNI, qui ont été organisées par l'Institut des Pléiades, ici présent. Et ce succès-là, en fait, on sentait bien qu'il n'allait pas s'arrêter, puisque le fait de parler du territoire réveille quelque chose en vous, en nous, en moi, qui est de l'ordre de l'intangible, mais également extrêmement concret par rapport à ce que ça éveille en nous, une certaine prise de conscience, un certain nouvel ancrage par rapport, et un nouveau regard par rapport au lieu où nous vivons. Sur ce, Sarah Marcuse m'a demandé d'intervenir dans le cadre du Samadhi. Et puis, dans la même période, il se trouvait que par un jeu de circonstances et de synchronicité, je fasse la rencontre de James Detra, qui est l'un des orateurs de cette soirée. Et il se trouve que James Detra est le petit-fils de Robert Detra, qui, pour ceux qui s'intéressent à l'éveil de Genève dans le monde et son rayonnement, a joué un rôle tout à fait particulier, parce qu'on peut lui attribuer, peut-être pas à 100%, mais en tout cas à 98%, l'invention du terme « l'esprit de Genève ». Et dans le premier quart du XXe siècle, Robert Detra, qui fréquente la toute jeune Société des Nations, est
toute cette floraison, cet espoir de paix et de conciliation dans ce début du XXe siècle, sent bien qu'il y a quelque chose qui est là, présent dans le territoire de Genève. Les diplomates qui venaient de plus en plus nombreux dans le territoire, eh bien, qu'il y avait une sorte de souffle intangible qui s'exprimait. Et les diplomates le ressentaient, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. D'ailleurs, quand ceci s'exprime au niveau international, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies ou des ONG, souvent ils font référence à l'esprit de Genève. Donc il est bon juste de se rappeler, surtout en étant genevois, qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier ici. Et dans cette optique, Robert Detrat va publier un livre en 1929 qui s'appelle « L'esprit de Genève », où il va formaliser ses réflexions, ses observations. Et puis, c'est l'émergence de tout un courant, je dirais, d'un point de vision qui prête à Genève un rôle particulier en tant qu'une sorte de personnalité invisible dans son essence, mais très présente dans le monde, puisque son rayonnement est vraiment mondial. Voilà, ceci est donc la genèse de ce symposium. Et puis, je connais Philippe Roch on se côtoie de près depuis la première édition en 2017 du livre, et nous avons aussi fait des réflexions ensemble pour l'avenir de Genève. Alors, il était tout à fait judicieux que nous partagions ensemble, nous trois, des informations auprès de vous, en créant aussi des synergies. Voilà. Sur ce, Philippe, je te demande d'intervenir. Voilà. Philippe Roch a un long bagage en relation avec la protection de l'environnement et de la nature, puisqu'il est l'ancien directeur de l'Office fédéral de l'environnement, du paysage et des forêts, et qu'il a aussi un parcours un peu plus ancien qui était celui de directeur du WWF suisse. Voilà. Philippe, je te passe la parole. Donc, il est notre modérateur, mais aussi, quelque part, une source d'expérience qui est celle de la nature et sa relation avec le plan spirituel. Et nous ne pouvons pas aborder l'esprit de Genève, ce souffle, si nous ne mettons pas en avant ce lien entre la nature et la spiritualité. Merci Philippe. Merci Sarah. Merci Jacques. Ça fonctionne, oui, je pense. Bonsoir. Alors, on m'a demandé d'être modérateur. Je vais donc être très modéré, surtout que Jacques a déjà parfaitement introduit la soirée, en disant simplement, avant de faire appel à James Detrat, que nous sommes convaincus, les trois personnes qui interviennent ce soir, de la convergence de différents éléments pour produire cet esprit de Genève. D'un côté, il y a toute la lignée de l'histoire et des personnes qui ont marqué cette histoire et qui ont développé à Genève un certain nombre d'activités, notamment d'accueil. Vous connaissez la succession après la Réforme, la révocation de l'édit de Nantes, tous les Huguenots qui sont venus se réfugier à Genève. Et puis, il y a une tradition d'accueil. Et en préparant cette soirée, je me suis rendu compte que le tout premier événement d'accueil à Genève date du roi Gondebaud. La loi Gombette, en l'an 502, il y a plus de 1500 ans, est une première loi qui, d'abord, célébrait les problèmes de justice, mais aussi l'accueil de l'étranger et la solution pacifique des conflits, en particulier entre les Germains et les Romains qui vivaient encore par là à cette époque. C'est quand même intéressant, cette loi Gombette qui déjà contenait quelque chose de l'esprit de Genève. Alors ça, c'est pour les humains. Après, on a eu plein de personnes. Il y a eu Rousseau aussi avec son ouverture à la fois politique et ce respect de la nature. Voltaire et sa tolérance. Et plein de personnages dont James vous parlera tout à l'heure. Et puis l'autre aspect qui converge, c'est le territoire. Et ça, c'est l'affaire de Jacques, bien sûr. Ce territoire, sa nature, et là je reviens à Rousseau, à Hénard, et c'est assez intéressant de voir que j'ai retrouvé ce petit livre qui avait été publié il y a 30 ans sur l'esprit de Genève, reprenant cette idée de Robert Detrat, puis il fait intervenir toute une série de personnes de l'époque,
Et moi-même et Robert Hénard, dans ce petit ouvrage, parlons déjà du territoire et de la nature en lien avec l'esprit de Genève. Donc c'est intéressant de voir que cette convergence que nous célébrons ce soir avec nos deux orateurs n'est pas nouvelle, mais je pense qu'elle va être plus intense ce soir. Alors voilà, pour une petite introduction. Ensuite, je me contenterai d'être un peu le gendarme pour essayer de respecter un peu le temps, parce que nous avons affaire à deux grands bavards. Et pour laisser un peu de temps à la suite de leur conférence pour un dialogue avec vous, parce que c'est aussi le but de cette soirée, c'est que vous puissiez réagir, donner votre opinion ou poser des questions. Alors James, j'aimerais bien que tu me rejoignes sur cette scène pour ta présentation, te remerciant beaucoup d'être là, le digne représentant de ton grand-père. Puis nous, je crois que nous allons nous asseoir là juste pour être plus proche de toi, si ça te convient. Allô, allô. Ouh. Ok, bonjour, bonsoir. Alors déjà, je suis très honoré de pouvoir venir vous parler de Robert Deutrat, un homme étonnant qui a su contribuer justement à l'essor de cet esprit de Genève qui nous rassemble tous ici aujourd'hui. Alors cet esprit de Genève qui existe maintenant depuis près de 100 ans, hein, et puis qui est encore reconnu de par le monde pour ses valeurs d'accueil justement et de défense de la paix. Alors quel est cet esprit de Genève et puis surtout pourquoi Genève? Même si Jacques va nous éclairer sur la question plus tard. Pourquoi Genève? Alors il faut savoir que Robert Deutrat est né donc en mai 1884. Il est de père suisse et de mère flamande et il est mort en janvier 1951. Il a grandi à Paris où sa famille était installée et c'est surtout des amis de son père qui étaient Anatole France, André de Beaupère ou bien Alexandre Dumas fils qui ont planté en lui les graines qui deviendront cette vocation humaniste et littéraire qui l'accompagnera toute sa vie et qui lui attirera des amitiés de François Mauriac, André Gide ou Henri Bergson. Donc Robert Deutrat a grandi à Paris où sa famille était installée et puis donc il a grandi il a reçu une éducation plutôt sévère dans un contexte essentiellement protestant. Et puis, mais c'est en Suisse que sa famille venait pour les vacances. Et c'est donc dans un contexte de détente et de retour aux sources qu'il va découvrir sa terre d'origine. Et c'est d'ailleurs à Genève, en 1906, qu'il va épouser Valentine Pictet, qui achèvera de faire de lui un authentique Genevois. Donc après des études commerciales, Robert Deutrat se lance dans la littérature et publie en 1913 « L'homme dans le rang », un ouvrage dans lequel il célèbre les vertus qui lui paraissent indispensables au patriotisme que son service militaire a profondément ancré en lui. Et jusque-là, tout va bien. Et puis tout a basculé en fait avec la Première Guerre mondiale, quand il sera mobilisé et qu'il va découvrir avec horreur que l'armée, c'est aussi la guerre, c'est aussi le sang, la mort et les larmes. Et profondément marqué par toutes ces horreurs qu'il aura vues sur les champs de bataille, il va fonder la Revue de Genève, dans laquelle il va s'investir corps et âme pendant plus de 10 ans pour faire connaître cet esprit de réconciliation européenne que défendait la Société des Nations. Et finalement, et ensuite en 1929, il va publier justement l'Esprit de Genève, qui restera célèbre, dans lequel il va réussir à réunir les valeurs de réconciliation des peuples, de l'ASDN, avec des valeurs plus locales comme l'indépendance, la justice sociale ou l'éducation qui sont très chères à la ville de Genève. Donc mon grand-père avait 3 grandes sources d'inspiration qui étaient toutes persuadées que seule une confédération des peuples, une confédération des États, à l'image du modèle suisse justement, pourrait un jour garantir une paix durable. Et il aimait à parler de 3 moments dans l'histoire pendant lesquels, disait-il, l'esprit de Genève avait su déborder sur le monde. Donc le premier de ces moments, c'est justement quand Calvin, pendant la Réforme en 1517, fait de Genève en fait le dernier refuge européen pour tous ceux qui avaient osé se convertir au protestantisme et qui évidemment depuis étaient persécutés pour avoir voulu remettre un peu d'ordre dans l'Église
abolir le commerce indigne des indulgences, et puis remettre Dieu finalement au centre de la religion, ce qui était une assez bonne idée en fait. Et puis, le deuxième moment clé pour lui, c'était quand Rousseau, justement, publie son contrat social en 1762, et puis qui déclare que si l'humanité veut un jour échapper à toutes les inégalités sociales ou naturelles, et créer une civilisation dans laquelle tout le monde puisse avoir les mêmes droits et les mêmes obligations, eh ben, cette humanité se devait de respecter les termes d'un accord qui ne pouvait être qu'unilatéral s'il voulait un jour remplacer la loi du plus fort qui jusque-là faisait plutôt des dégâts. Et puis, troisième moment dont il adorait parler, c'était quand Henri Dunant, en 1859, se retrouve spectateur, alors bien malgré lui, parce qu'il était juste en voyage d'affaires, il se retrouve spectateur des conséquences sanglantes de la bataille de Solferino en Italie, et puis qui, consterné par l'absence quasi totale de secours aux blessés, décide d'organiser lui-même, alors avec la population locale, et selon la devise « Siamo tutti fratelli », si vous parlez italien, le secours à tous les blessés, quels qu'ils soient italiens, français ou autrichiens. Et fort de cette expérience de terrain, dès qu'il rentrera en Suisse, il va travailler à la création d'une société de secours justement aux populations en danger, qui deviendra le Comité international de la Croix-Rouge en 1864, notre bon vieux CICR local, qu'on connaît bien là-bas. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons, il faut que parce que je vais citer, donc je ne vais pas écorcher. Donc c'est pour toutes ces raisons que Robert de Thra dira que la Société des Nations va pouvoir développer à Genève un esprit du lieu qui permettra aux gouvernants du monde entier de s'entendre et de ne plus jamais se faire la guerre. Moi, j'adore cette simplicité. Alors, malheureusement, cet esprit ne va pas survivre à toute la rage hitlérienne de la Deuxième Guerre mondiale et s'est mobilisé à nouveau, mais alors cette fois au grade de colonel de l'état-major général quand même, que Robert de Thra va essayer une nouvelle fois de servir son pays. Et cet esprit de Genève va retrouver un petit peu de ses lettres de noblesse quand l'ONU et d'autres organisations internationales viendront s'y établir à la fin des années 40. Et paradoxalement, c'est la guerre froide qui va réchauffer cet esprit lorsque Genève deviendra le siège de rencontres au sommet entre les grandes superpuissances de l'époque. Et la légende raconte d'ailleurs que Reagan, enfin le président Reagan, qui faisait sa promenade du soir avec Gorbatchev sur les quais de la Perle du Lac, en admirant les reflets violacés du lac Léman, qu'on connaît bien, aurait dit au chef du Soviet suprême « Mais enfin, Mikhaïl, quand vous voyez toute cette beauté, comment pouvez-vous ne pas croire en Dieu ?» Et suite à ces échanges complices, Gorbatchev aurait accepté la liberté de culte en URSS. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est une jolie histoire. Donc voilà, même si la Société des Nations finira par disparaître, Genève va rester un symbole mondial de dialogue, de paix et de démocratie. Et c'est pour ça et c'est bien dans ces termes que Robert de Thra avait pensé cette Genève qu'il aimait tant. Alors bougez pas. Parce que je veux pas je veux les citer, je veux pas. Ouais. Une ville cosmopolite qui accueille et héberge aussi bien les idées et les individus marginalisés ou persécutés dans le seul but de trouver un chemin vers une paix durable pour tous. Donc tout au long du XXe siècle, Genève va devenir le berceau de rencontres, de négociations, de conférences et de traités. C'est la plupart des organisations internationales, c'est près de 350 ONG quand même, et les représentants de plus de 175 pays qui vont venir s'installer ici pour s'inspirer de ces valeurs humanitaires et pacifiques qui lui sont désormais intimement liées. Et c'est aussi un bastion international de diplomatie pour la paix. C'est bien aussi ici que se retrouveront, je dirais,
les adversaires et les ennemis du monde entier pour essayer d'envisager des solutions pacifiques à leurs conflits. Et Kofi Annan, d'ailleurs, je vais le citer aussi, disait « Genève incarne ce que les Nations Unies représentent, une intersection de tolérance, de paix et de démocratie sur une terre d'accueil pour des langues, des religions et des cultures différentes. En somme, un havre de paix pour l'humanité tout entière. » C'est dingue quand même. Genève. Puissions-nous le rester. Donc, et puis c'est dans cet esprit, alors que des personnalités du monde entier vont venir, se rencontreront à Genève, comme Marie Curie ou Albert Einstein, et donneront naissance à cet esprit de protection du patrimoine culturel mondial qui deviendra l'UNESCO, et qui, attention, je vais citer, parce que là c'est vraiment du lourd, se donnera comme mission de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité dans le monde en resserrant, par l'éducation, la science, la culture et la communication, la collaboration entre les nations, afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples de la Terre. Oh. Genre, waouh! Genève. Donc parce qu'il ne faut pas oublier non plus que Genève, c'est quand même 200 000 personnes, issues de près de 189 nationalités différentes, qui travaillent ici et qui contribuent chacun à sa manière à cet esprit de cohabitation pacifique qui dessine le paysage idéologique genevois depuis si longtemps. Et d'ailleurs, Robert Deutrat, je vais le citer, aimait dire que c'est une cité d'immigration et de refuge qui doit aux autres cultures la plupart de ses qualités et qui les refont à son image. Son génie étant d'accueillir les hommes et les femmes qui lui arrivent d'ailleurs et de fabriquer des citoyens d'ici. Genève fait des patriotes avec des exilés, des errants, des évadés, des inconnus ou des inquiets, et est d'abord une ville où nul ne sera jamais un étranger. Tata. Donc c'est aussi une manière de rendre hommage à cet esprit de Genève que de faire preuve de gratitude de pouvoir vivre ici. Parce que ni pire ni meilleur qu'un autre, finalement, on est tous rapatriés, on est tous rapportés par l'histoire des guerres, des rêves ou des idées. Et c'est bien depuis ici qu'à l'abri des conflits qui ravagent le monde, protégés de la corruption qui ronge encore des nations entières, et puis fort d'une économie quand même qui évite de sacrifier les plus vulnérables sur l'autel de la croissance et du profit, comme ça arrive ailleurs. C'est bien depuis ici qu'on va pouvoir prendre le temps et trouver l'énergie de continuer à rassembler les hommes et les idées qui permettront un jour à ce grand rêve de paix dans le monde de devenir une réalité. Ça serait bien. Donc voilà, Robert Deutrat a donc été élu à l'Académie royale de langue et de littérature française. Il a été décoré de la Légion d'honneur quand même. Et toute son œuvre reflète cet idéal de solidarité humaine qui l'aura accompagné tout au long de sa vie. Et c'est ainsi que ce militariste de la rue des Granges, qui aimait tant la paix, quittera ce monde au début des années 50 en se demandant encore si cet esprit de Genève, qui rayonne maintenant par-delà les différences et les particularités, connaîtra-t-il enfin l'étrange aventure de devenir un symbole. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Donc voilà, c'est un peu dans cet esprit d'accueil des laissés pour compte que l'orphelin que j'étais a eu la chance de grandir. Parce qu'après que mon père, qui était un architecte argentin en stage à Genève, ait décidé d'abandonner ma mère après qu'il lui ait appris qu'elle était enceinte, et puis après que ma mère, jeune anglaise de 18 ans qui travaillait à Genève pour apprendre le français, ait décidé elle aussi, et dû prendre la difficile décision après avoir accouché de s'en aller sans son bébé parce qu'elle était persuadée que j'aurais plus de chances de survivre à Genève que plutôt qu'avec elle, eh ben, j'ai eu la chance d'être accueilli par une famille pour qui la paix dans le monde était plus importante que le confort, la gloire ou la richesse. Donc j'ai été adopté j'ai d'abord été adopté par Clément Deutrat, qui est le fils aîné de Robert Deutrat.
qui avait fait une brillante carrière d'ingénieur, alors carrière un peu rebelle, hein, vous me direz, par rapport à celle de son père, mais qui avait quand même fini par travailler pour le CERN à la réconciliation entre la science et la religion que Heisenberg, Gödel et Einstein avaient si bien commencé. Et adopté aussi par son épouse, le docteur Yolanda Brugger, qui était médecin-chercheur pour Hoffmann-La Roche et capitaine à l'armée. Et dans les années 50, pour une femme, je vous explique juste même pas comme ça avait dû être simple. Et puis qui avait l'étrange habitude de distribuer des tracts passionnés, enflammés des fois, dans les soirées un peu guindées des bonnes familles genevoises, pour, vous avez deviné, pour libérer, pour sauver les populations en danger. Donc c'est dans ce cadre, c'est après avoir reçu une éducation donc aussi stricte qu'inspirée et qu'inspirante, après avoir survécu un premier abandon et après avoir traversé une épreuve difficile, parce que j'ai perdu mes 2 parents adoptifs quand j'étais encore adolescent, si après tout ça, je n'avais pas fini dans la résilience, franchement, c'est que j'aurais raté le train du destin. Donc, après ce départ plutôt incertain dans la vie, c'est Boris Cyrulnik qui va un petit peu me sauver de la dérive quand je faisais face à une fatalité que je ne comprenais absolument pas. Je me disais, mais comment c'est possible? Et puis, grâce à lui, à la résilience, j'ai découvert quelque chose qui allait transformer ma vie. La première chose, c'est que j'ai découvert qu'en fait, je n'étais pas responsable de ce qui m'était arrivé. Mais surtout, j'ai découvert que je pouvais en faire ce que je voulais. Et ça, ça a vraiment tout changé. Et encore tout imprégné par ces valeurs de réconciliation qui avaient bercé mon enfance, j'ai décidé moi aussi, j'allais m'y mettre aussi, de réconcilier ma colère d'orphelin, mes valeurs familiales et ma soif de liberté. Et grâce à cet esprit de Genève qui avait déjà accueilli justement plusieurs grands réformateurs de l'éducation, comme Piaget, Montessori, Freinet et bien d'autres, j'ai découvert ce que je voulais faire dans la vie. En fait, je voulais comprendre ces conflits qui nous déconnectent de la nature, et puis des autres et de nous-mêmes. Et surtout, je voulais forger des outils de résilience qui allaient nous permettre de reprendre le pouvoir sur cette fatalité quand elle prend nos vies en otage, quoi. Et... tu t'agites? Ouais, j'arrive doucement. Et aujourd'hui, j'ai pu réaliser mon rêve, en fait, et j'arrive à transmettre, je peux transmettre une méthode de résilience qui est rodée et prouvée, et qui permet tout à chacun de développer le savoir-être, qui est tellement indispensable pour une mobilisation de nos savoir-faire qui soit écologique. Et pas écologique seulement pour la planète, mais aussi écologique pour soi. Parce que comment est-ce qu'on peut aider les autres ou la planète si on n'est pas capable déjà de s'aider soi-même? Donc maintenant, quand je regarde les reflets violacés du lac Léman, ils sont toujours là, je me surprends à rêver d'une Genève qui serait devenue une sorte de capitale de la résilience dans le monde. Une Genève qui est toujours tournée vers l'avenir et toujours fidèle à cet esprit qui lui a permis d'accompagner tellement de nations à rebondir et à traverser des histoires qui étaient vraiment souvent compliquées. Donc, pour terminer... cet esprit de Genève, finalement, c'est un petit peu notre identité à tous. Parce qu'en tant que citoyens genevois, quelles que soient nos histoires, quels que soient nos parcours, quels que soient nos chemins, je veux dire, on en est tous les héritiers et les gardiens et les garants. Donc pourquoi ne pas finalement participer, faire partie du destin d'une humanité qui se cherche encore, qui se cherche toujours, et puis faire de cet héritage spirituel une inspiration, faire de Genève un lieu où rebondir sur l'adversité pour la transformer en opportunité deviendrait la norme. Une Genève d'où la résilience rayonnerait sur le monde, depuis nos cafés, depuis nos parcs, depuis nos TPG, et depuis... j'arrive à la fin. Et depuis nos écoles surtout. D'accord, un carrefour, un lieu de rencontre de culture, de tradition et de coutumes, où l'on accueillerait la diversité et célébrerait les différences pour dessiner ensemble le monde de demain. Un lieu un espace commun où l'on pourrait donner du sens au passé pour dessiner l'avenir, et puis un espace international où l'on se rencontrerait pour trouver les solutions qui rassemblent, et finalement, pourquoi pas un espace universel d'où l'on construirait des ponts qui un jour remplaceront les murs. Merci, bravo James, bravo, merci infiniment. Ouh, quel souffle,
Quel souffle, hein. Et des plus hautes sphères philosophiques et humanistes jusqu'au concret. Et tu as fait un lien, et tu es le lien entre tout ça. Et merci beaucoup de ce témoignage. Je pense qu'il nous porte toutes et tous à avoir envie de poursuivre cette tâche comme tu l'as toi-même souhaité à la fin, et je t'en félicite. Peut-être juste un tout petit mot pour faire après le lien avec Jacques Rosset. Robert de Tra, dans son Esprit de Genève, pour éviter que nous pouvons être fiers et ça doit nous encourager, cet Esprit de Genève. Mais peut-être quand même pas trop se prendre la tête. Il dit oui, il faut peut-être quand même distinguer entre l'Esprit de Genève puis l'Esprit des Genevois, qui est parfois beaucoup plus petit, prudent et tourné sur soi. Alors je crois que c'est vraiment heureux de ne pas oublier non plus nos faiblesses et puis d'orienter nos vies vers ces belles perspectives que tu nous as décrites. Alors tout ça, comme je l'ai évoqué au départ, n'est pas dû au hasard. Il y a l'histoire, il y a les gens, mais il y a aussi le territoire. Alors pour moi, bien sûr, et je te remercie encore d'avoir cité Rousseau, cette vision de l'importance de la nature pour avoir entre nous une vie équilibrée, de justice, de paix. Mais il y a aussi le territoire physique, géologique. Et ça, Jacques, comme il l'a exprimé tout à l'heure, est devenu un grand maître en la matière. Et je me réjouis qu'on puisse écouter Jacques nous développer cet aspect de l'Esprit de Genève. Puis peut-être qu'on descend pour le voir, parce qu'il y a plein de... Ah, ben ici, ouais, ça bien. Si ça va, voilà. Le micro fonctionne, c'est bon. Merci Philippe de ta présence. Merci James pour tes éclairages sur ton expérience de ton grand-père et tes propres expériences. James a parlé de résilience. Et ceci est extrêmement intéressant parce que j'ai particulièrement étudié le domaine du Feng Shui. Je suis plongé dans le domaine du Feng Shui bien après mon diplôme d'architecte, mais j'ai vu qu'il y avait là des clés essentielles par rapport aux connaissances propres à l'humanité. Et dans mes premiers mois, mes 2 premières années d'études du Feng Shui, ça on est dans les années 86-87, à l'époque le Feng Shui n'était pas du tout à la mode, eh bien j'ai découvert que la cité de Genève, par rapport au corpus du Feng Shui du paysage, c'est-à-dire c'est une connaissance qui a été écrite, commençait à être formulée à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, écrite, et puis formalisée véritablement en tant que corpus aux alentours de l'an 1000. Et ce que disent les maîtres Feng Shui, c'est qu'une cité, pour qu'elle ait un rayonnement local, régional, international, doit être reliée à une montagne source qui la nourrit en termes d'énergie et que cette énergie doit être capable d'être nidifiée dans un centre, les maîtres Feng Shui appellent ça un Xue, X-U-E, c'est-à-dire en quelque sorte un nid dans lequel la concentration de l'énergie du vivant issue du masculin et du féminin, en l'occurrence, par exemple, et on va en parler abondamment, des montagnes, eh bien, ce nid doit avoir la capacité de réunir ces 2 polarités et de faire naître en fait l'enfant de l'œuvre, un 3e terme. Mais pour que cette naissance se réalise, il y a tout un processus en fait qu'on pourrait qualifier pratiquement d'alchimique, où il y a une sorte de mortification des principes du yin et du yang, du masculin et du féminin, avant de donner naissance à l'enfant de l'œuvre, c'est-à-dire à la vie tout court. Et ce processus-là, symboliquement, pour les maîtres Feng Shui, l'animal qui le représente, c'est le phénix. Et le phénix, par définition, c'est un animal mythique qui est en quelque sorte un miroir de nous-mêmes, qui est vraiment le maître de la résilience. Et c'est au travers de ces mortifications et des résurrections qu'une cité peut rayonner dans le monde pour autant qu'elle ait les capacités en fait, de nidifier la vie et de transformer celle-ci. Il y a
à Genève une véritable capacité de transformer les conflits, les désaccords en une nouvelle unité, c'est-à-dire née quelque part de rien, des cendres issues du combat, pour donner naissance à un tout nouveau souffle qui, lui, est baigné de l'unicité. Et la résilience est l'expression même de ceci. Donc, ton expérience, James, elle m'a beaucoup touché, parce que j'ai tout de suite senti que James était, au travers de cette passation de filiation familiale, lui-même un passeur, au même titre que Robert de Tra l'a été, mais avant, il y en a eu d'autres qui ont passé ceci. On a cité Henri Dunant, qui, par exemple, lui, se sentait, quand il a commencé à créer la Croix-Rouge, il dit à un moment, ça je l'ai noté, je l'ai aussi écrit dans mon ouvrage, il s'est senti soulevé par un puissant souffle qui lui donnait une énergie énorme pour créer cette Croix-Rouge qui, par ailleurs, lui a causé beaucoup de souffrance, mais au travers de laquelle il a aussi eu cette résilience magnifique. Voilà. Donc, je vais vous présenter ici un condensé d'une cinquantaine de planches PowerPoint pour faire la synthèse, en quelque sorte, de cet esprit insaisissable. Je veux remercier, il faut que je travaille des deux mains là, avec le pointeur. Voilà. Je veux remercier ici, sur le bas, Grégory Battardon, photographe à Genève, qui a mis généreusement cette photo à disposition pour cette soirée et pour mon ouvrage. Vous avez ici ces trois montagnes, le Salève au premier plan, on voit le haut. En deuxième plan, on voit le sommet de la crête du Grand Bornand et derrière juste la chaîne des Aravis. Et puis le Grand Empereur, cette montagne majestueuse qui est le massif du Mont Blanc. Vous avez là, en quelque sorte, l'ADN de Genève qui s'exprime, donc je le remercie. Et nous allons rentrer chacun dans chacun et chacune dans cette salle, dans l'intimité de Genève. L'esprit de Genève, du visible à l'invisible, j'ai ici, dans ces premières planches, voulu manifester du concret par rapport à l'esprit de Genève. À ma grande surprise, l'année passée, je découvre que l'esprit de Genève est quelque part tellement concret qu'il a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que bien immatériel à l'échelle suisse et à l'échelle du canton de Genève. C'était une surprise, demi-surprise, parce que ce n'est pas seulement nous qui, présents dans cette salle, qui raisonnons par rapport à l'esprit de Genève, mais c'est aussi une multitude de personnes, d'institutions qui sont sensibles à cette réalité. Voilà, donc parmi d'autres particularités de Genève, eh bien, l'esprit de Genève a pris corps. Et il a aussi pris corps sous la forme d'une bouteille de vin. Vous avez ici une cuvée qui s'appelle l'Esprit de Genève et qui est le fruit d'une concertation, sauf erreur, de 17 vignerons, viticulteurs genevois qui ont voulu manifester cet état d'esprit en ayant un cahier des charges très particulier pour un assemblage de plusieurs cépages qui caractérisent cette particularité. Vous aurez l'occasion d'acheter des bouteilles et de boire un verre de vin de l'Esprit de Genève au bar du Samedi. Merci Philippe. Alors, c'est intéressant de descendre dans le temps pour savoir est-ce que les anciens ont manifesté quelque chose en relation avec l'Esprit de Genève. Eh bien, nous avons dans cette stèle qui est au Musée d'art et d'histoire
une stèle de l'époque romaine, ce vocable qui est inscrit dans la pierre, Deo invicto genius loci, c'est les 2 premières lignes dans cette stèle, qui veut dire « Ô Dieu invincible, au génie du lieu », genius loci, le génie du lieu. À l'époque romaine et aux périodes précédentes, la notion de génie du lieu est quelque chose d'extrêmement concret. Et les anciens ressentaient cette intangibilité du territoire, cette sorte d'émanence qui imprègne la région où ils vivent. Et cette stèle-là était un don de ce légionnaire d'Auguste pour manifester sa piété. Simplement, c'était retrouvé pendant les fouilles sous la cathédrale Saint-Pierre. Un peu plus loin dans le temps, on va vers le passé, on va avant Jésus-Christ, quelque chose qui m'a beaucoup touché parce que c'est une femme qui s'appelle Aurelia Firmina, qui dédie à l'Auguste déesse Genava cette stèle de façon posthume parce qu'elle est exécutée par testament. Et j'étais touché parce que j'ai ressenti ce qu'elle ressentait quelque part, c'est-à-dire une sorte d'amour pour Genava, ce territoire, mais derrière, ou à l'intérieur de celui-ci, il y a une déité qui était nommée Genava. Et cette stèle, avec une autre stèle que je ne montre pas ici, ce sont les 2 premiers témoignages de la présence de Genève du point de vue spirituel dans le territoire, et pratiquement une des premières écritures avec Jules César du nom de Genava. Plus anciennement, là on pointe, il y a 4000 ans, les anciens ont taillé de façon très brute dans cette pierre qui est la pierre aux dames du site de Troinay, anciennement un endroit où se situe un tumulus, c'est un des plus grands centres mégalithiques de Suisse. Eh bien, ils ont dédié cette pierre à 3 déités féminines, elles sont sur la droite de la stèle, et une 4e qui est une déité mâle sur la gauche. Eh bien, ils ont manifesté ce rapport avec l'esprit du lieu, le genius loci. En l'occurrence, ce gros plan ici sur cette déité ou déesse féminine, avec un point à l'emplacement du cœur qui est simplement un bouton de schiste blanc, de quartz, manifeste cette notion de centralité, de l'esprit du cœur, de sagesse qu'ils ressentaient à leur époque. Et puis, il y a ce qui se passe aujourd'hui. Alexandra Murer m'a émerveillé quand elle m'a montré ces 2 photos qui ont été prises aux alentours de 19h en octobre 2017, où elle a saisi ce qu'on pourrait appeler l'esprit du lieu de la grande déesse au pied du Salève. Et je vais vous montrer, on va rentrer un petit peu plus. Vous voyez la pleine lune sur la gauche, donc ça, on est au crépuscule. Il n'y a plus de soleil, il y a de la neige. On voit une pierre qui fait partie au premier plan de l'ancien système des anciens pour honorer le territoire, une pierre mégalithe, donc un mégalithe, ici. Et puis vous voyez ici un gros plan, ce que vous percevez sur la droite, une sorte de visage avec les yeux, le nez et la bouche. J'imagine, et j'en suis certain, les anciens ont perçu cela il y a 4000, 5000, 6000 ans au pied de cette montagne. Nous allons y revenir parce que ce site explicite une grande partie du rayonnement de Genève au niveau mondial. Voilà. Et puis, dans une période aussi assez récente, il y a cette photographie qui figure dans mon livre, qui est une photo que j'ai prise au coucher du soleil le 11 septembre 2009, exactement 8 ans après l'effondrement des tours du World Trade Center, où on distinguait dans le ciel de Genève des sortes d'oiseaux ou d'anges
qui se sont pérennisés pendant à peu près 1 heure au même endroit sans bouger. Par hasard, j'étais là et j'ai pris 3 prises de vue. Je me fais un plaisir de montrer ceci. Dans mon ressenti, où il y a une place pour l'esprit, pour moi, il s'agit d'une expression de l'esprit de Genève, ou on pourrait dire des esprits qui survolent le territoire d'une façon un peu magique. Une photo comme ceci est parue dans la Tribune parce qu'elle a été remarquée par un journaliste qui l'a publiée le lendemain de cet événement. Pour le reste des détails, vous pourrez lire un chapitre sur ce sujet dans mon ouvrage. Voilà. La clé de la puissance de Genève ou de la magie de Genève réside dans des couples multipolaires qui sont liés au masculin et au féminin. Et vous savez que sans le mâle et la femelle, aucune vie ne peut naître. Donc il s'agit ici de principes qui permettent au territoire de vivre parce qu'il y a des polarisations dans l'espace qui permettent à l'énergie de la source qui s'exprime sur la planète d'être créative, c'est-à-dire vraiment de se manifester sous la forme d'une nouvelle création. L'ADN du territoire de Genève, eh bien, je dirais, en tout résumé, eh bien, il s'agit d'un couple multipolaire qui naît du Mont Blanc et du lac Léman. Vous avez cette vue prise au téléobjectif depuis Chambézy. Eh bien, cette vue-là, elle est un peu archétypielle parce que du monument Brunswick jusqu'à à peu près à la hauteur de Gentot, vous avez ce rapport entre le lac, quelques mi-plans de collines et de montagnes, et puis le grand massif du Mont Blanc. Et il se passe quelque chose de particulier, c'est que cette vue-là, par exemple, Jean-Jacques Rousseau l'a vue, c'est une évidence, eh bien, il a été saisi, comme beaucoup de nous, par la beauté de ce paysage qui crée un état intérieur qui est propice à l'état de paix et à l'élévation de la conscience intérieure. Donc la clé de ceci, eh bien, c'est que le massif du Mont Blanc, c'est le siège du soleil levant pour Genève. C'est l'endroit où il se lève en hiver, en mi-saison. On était un petit peu plus sur la gauche du massif, mais il y a dans l'ADN de Genève une conjonction entre la puissance cristalline, la pureté cristalline du granit et le lever du soleil qui fait qu'il y a une puissance émergente au travers de la direction du sud-est qui imprègne l'énergie de Genève. Et ceci se passe par un phénomène de mariage de ce qui est vertical. Les aiguilles de Chamonix, par exemple, c'est une puissance verticalité granitique. On ne sent que cette capacité d'élévation. Et elle se couple avec l'horizon lacustre. Il n'y a rien de plus horizontal qu'un plan d'eau, vous le savez. Et ce rapport entre ces deux polarités, c'est un rapport entre le feu et l'eau, c'est-à-dire entre un masculin et un féminin, qui, par la force de l'union, de l'amour de la vie, donne naissance à une nouvelle vie. Voilà, c'est une boîte en or qui a été offerte à la Nouvelle Genève qui était libérée du joug de Napoléon, donc après 1815, par reconnaissance au général suisse Sonnenberg, qui a participé à protéger Genève en envoyant des troupes pour qu'il n'y ait pas d'échauffourée entre le recul des armées napoléoniennes et l'avancée des armées autrichiennes. Il y a eu ici une sorte de protection qui a été établie par ce général et l'armée suisse, ce qui a fait que, en témoignage de reconnaissance, eh bien, sur cette boîte figure dans un magnifique émail ce paysage sublime qui est quelque part l'ADN, l'emblème de Genève, où vous voyez le grand massif alpin et le lac. Donc, un élément vraiment emblématique du territoire. Je vais vous parler ici d'autres couples multipolaires, c'est-à-dire de mariage du féminin masculin et du yin et du yang. Vous avez un symbole chinois ici avec le bagua et le symbole du Tao où se mêlent le blanc et le noir dans une seule figure.
Alors, l'un de ces autres couples, je ne suis pas exhaustif ici, mais je mentionne les principaux, eh bien, c'est le Rhône et l'Arve. Le Rhône qui est extrêmement cristallin, on le voit très très bien une partie de l'année à la jonction, à gauche, si vous êtes sur le pont sous terre, vous voyez cette eau cristalline qui se mêle avec l'eau boueuse de l'Arve issue des glaces du massif de Chamonix, du Mont Blanc. Et un autre couple qui est la montagne du Vuache avec la montagne des Voirons. Alors ça, vous aurez quelques explications dans les planches plus avant, c'est-à-dire que le Vuache est le bras droit du corps de Genève par rapport au Voiron qui est le bras gauche. Les spécialistes de Feng Shui appellent ça le dragon d'azur et le tigre blanc, deux animaux symboliques qui encadrent le point de concentration de l'énergie de Genève. Un exemple d'autres couples multipolaires. Et puis, un autre couple qui arrive, mais celui-ci, il a une particularité. Il a une particularité. Oui. Il faut vraiment que tu passes plus vite. Ok. Oui, je vais accélérer le processus là, parce que je suis trop bavard. Voilà, on va faire le maximum pour rester dans le temps. Il s'agit du couple en relation avec le Mont Blanc, partie nord de l'Aiguille Verte, qui est tout à gauche de la photo, et les falaises du Salève et du site de la Plaine aux Dames. Ces deux endroits sont tout à fait particuliers. Je les connais parce que j'ai beaucoup étudié le site de la Plaine aux Dames et la Pierre aux Dames elle-même, à Troinay, et que ce site manifeste en fait l'archétype de la déesse, du féminin sacré, et il a un correspondant qui est dans le massif du Mont Blanc, plus particulièrement au pied de l'Aiguille Verte. Ces polarités sont connues par les Indiens Kogi, qui sont vraiment des spécialistes du territoire à l'époque actuelle. C'est une pratique courante d'avoir ces connaissances de la grande géographie sacrée du territoire. Ils s'appellent ces sites Jaté et Jaba, c'est-à-dire l'archétype du père et l'archétype de la mère. Et ces lieux sont déclarés ayant autorité sur le territoire, c'est-à-dire que c'est en quelque sorte là qu'est déposé le code de fonctionnement d'un territoire au niveau des écosystèmes et des bons fonctionnements dans l'aspect énergétique du territoire. Et si ces lieux sont endommagés, il peut y avoir de très graves conséquences au niveau environnemental, en termes de climat, de géologie et de troubles sociaux, par exemple. C'est tout un domaine ici que je vais me plaire à poursuivre dans les mois et les années qui viennent, aussi en relation avec les Indiens Kogi qui vont venir à Genève l'année prochaine pour lire le territoire. Voilà, je vais parler maintenant des coupes condensatrices. Vous avez vu qu'il y a ces couples multipolaires, mais pour que l'énergie du couple puisse se mettre en place, il lui faut un nid. Et il s'agit bien le rôle des coupes. La première coupe, eh bien, condensatrice, alors on l'a nommée Feng Shui parce que Feng Shui veut dire en quelque sorte reflète l'aspect d'unification des énergies d'un territoire. Eh bien, c'est entre Genève et le Mont Blanc que ça se passe, et vous avez cette corrélation entre l'énergie du Mont Blanc qui rayonne et qui s'accumule dans le centre-cœur, qui est la rade de Genève, et qui est en rapport avec une émanence solaire liée au plan cristallin du massif du Mont Blanc, qui est fait de granit et de schiste. Et cet aspect-là va rentrer en corrélation avec l'autre coupe condensatrice, qui est cette vue sur le nord-est, avec vous voyez ici la rade dans la direction du nord-est, d'où arrive la bise, et qui en quelque sorte surfe sur le plan d'eau. Vous avez ici un aspect lunaire qui est assez conséquent, donc un masculin et un féminin. Et c'est là que nous avons ce que certains nomment les deux aspects des Genevois. Le Genevois qui a une vision ouverte sur le monde, c'est cette vision constructive qui est liée à la vue sur le Mont Blanc, et celui qui ferme sa porte de crainte, tout simplement.
et c'est celui qui est en fait replié sur lui-même par l'action de la bise. Ces deux aspects sont, du territoire se reflètent dans l'esprit de Genevois, peut-être qui était un peu plus accusé dans les décennies précédentes. Voilà. L'un des éléments qui concourent à Genève, eh bien, c'est une super accumulation qui se fait dans un anneau, l'anneau des 5 montagnes, en relation avec les 5 éléments. Et cet anneau est le véritable accélérateur quantique de Gaïa ici à Genève. On a un autre accélérateur au CERN, vous le savez. Eh bien, cet accélérateur, il est dû à un circuit d'énergie de 5 montagnes que je monte ici, que vous pouvez détailler dans l'ouvrage. Le Voiron, le Maule, le Salève, le Vuache et le Jura. Ces 5 montagnes, il y a une 6e qui est le Mont Blanc, mais qui joue un rôle, si vous voulez, une sorte de méta-rôle. Ces 5 montagnes, eh bien, vont rentrer en relation avec les 5 éléments. Vous voyez ici une représentation sur la gauche avec une image symbolique qui représente les éléments, c'est-à-dire le métal, je vais du bas en haut, l'eau, le bois avec cet arbre, le feu et l'élémentaire qui correspond aux cendres notamment, mais aussi aux cultures. Eh bien, il y a une corrélation entre ces 5 éléments dans le Feng Shui avec une forme emblématique qui est la forme archétypiale dans les montagnes des éléments. Voilà un exemple d'une montagne feu, ici, nommément le Maule. Celle qui vient après, c'est le Salève, qui est l'archétype de l'élément terre, la montagne parent. Je ne passe pas les autres vues parce que nous n'avons pas le temps, mais elles sont détaillées dans mes écrits. Et puis, voilà, ce qui se passe, c'est qu'il y a 5 montagnes qui créent une force particulière autour de Genève. 5 et pas ni plus ni moins. Que ces 5 montagnes ont toute une forme différente qui correspond à l'un des archétypes du corpus du Feng Shui du paysage. Et que ces 5 montagnes sont disposées dans l'ordre de croissance du processus de naissance des éléments qu'on appelle le processus Sheng. C'est quelque chose d'assez incroyable. Donc il y a toute une série de prérogatives qui font que cet anneau géomantique a des particularités, mais tout à fait incroyables en termes de succession d'informations qui sont toutes corrélées avec un état de perfection. On pourrait pratiquement expliciter le corpus du Feng Shui au travers du territoire de Genève. Voilà. Tout ceci fait partie d'une grande trame vivante de la Terre en tant qu'organisme sacré que les Kogi nomment Shikwa Kala. Ce terme, je le connais depuis 2 ans et lorsque j'ai écrit le livre entre 2016 et 2017, je savais qu'il manquait un mot-clé. Alors le Feng Shui, la géométrie sacrée, la géobiologie, la géomancie sont tous des termes appropriés pour définir en fait l'énergie d'un territoire. Mais il manquait une sorte de point de synthèse, un élément central à tout ça, qui relie toutes ces spécialités, ces domaines. Eh bien, je l'ai trouvé dans le mot Shikwakala, qui est la grande trame d'énergie qui réunit toutes ces informations dans une seule idée, en relation avec le plan de l'esprit, puisque nous parlons ici de données qui sont en partie invisibles, une partie visible, notamment par la géologie, mais il faut en faire une synthèse. Cette grande trame vivante, je vais passer très rapidement. Ici, c'est le centre de Genève avec le Pave au milieu sur la gauche, les boucles de l'Arve sur la droite et la vieille ville de Genève sur le haut. C'est une carte dont je suis l'auteur sur les grandes veines d'énergie qui convergent à Genève. Sur la gauche, un courant nourricier qui vient de la vallée du Rhône et de l'île de Corse, qui se termine dans le jardin anglais au nord de la vieille ville. Et puis en rouge, la grande veine d'énergie qui vient du Mont Blanc. Je passe à la suite. Ici, vous la voyez, ici. Et vous la voyez avec les points qui sont nommés. Je ne vais pas m'étendre là-dessus pour ne point allonger. Mais sachez que sur cette grande veine d'énergie, qui est une énergie
voilà, qui aspecte et nourrit le territoire. Il y a des lieux sacrés et il y a des lieux connus, comme par exemple Megève ou Notre-Dame-la-Bénie de Fontaine, qui est un lieu sacré. Voilà, des points dont vous pouvez voir la nomination ici. À quoi ressemble en fait cette grande trame Chicoacala? Un peu à ça, c'est-à-dire ici c'est le mycélium que j'ai mixé sur cette vue de Google Earth. Ça ressemble un petit peu à ça, mais dans le mycélium, il y a toujours une radicelle principale et la grande veine d'énergie Genève-Mont-Blanc est la veine principale. Voilà. Tout ceci en relation aussi avec la nature, les arbres, la terre. Donc je fais un lien parce que il y a dans les liens, on ouvre en fait nos capacités de nouvelles connaissances. Au travers, il y a également des relations énergétiques qui s'expriment en ligne droite, ce que les anciens ou les géobiologues appellent des ley lines. Ici, l'axe d'or de Genève-Mont-Blanc, j'ai une image tout à l'heure que je vais vous montrer. Voilà, vous avez ici tiré du film L'intelligence des arbres une hypothèse sur comment fonctionnent les différents arbres dans une forêt entre les arbres maîtres et les arbres mères, transfert d'informations. Eh bien, le même processus se passe entre les montagnes mères, le Salève sur le bas, et la montagne mère, qui est le Mont Blanc sur le haut de l'image. Voilà, je poursuis ici avec les géométries sacrées dans la trame vivante Chicoacala. Donc, c'est un résumé hyper rapide. Ici, cet axe d'or à l'azimut de 127 degrés par rapport au nord, qui est une bande passante de fréquence qui est en puissance Genève. Je passe rapidement. Ici, c'est la grille de géométrie sacrée dans laquelle figure ceci. Le point central des cercles, c'est la rade de Genève. Et il me manque une troisième main avec le pointeur ici. Voilà. Ici, vous avez la pointe du Mont Blanc. Et ces diagonales à l'intérieur d'un carré long, eh bien, sont en relation avec une matrice qui est mondialement connue, qui est la matrice du tracé directeur des couloirs de l'intérieur de la grande pyramide de Gizeh. Ceci fait partie en fait de la magie de la géométrie sacrée que connaissaient les anciens. Ils savaient qu'en deux temps, un angle de 127 degrés dans un édifice, ils pouvaient empuissancer cet édifice pour manifester l'énergie source qui émane du grand tout. Une autre géométrie particulière, c'est le triangle d'or, qui a les particularités d'être à sa base vaut 1, ses côtés valent 1,618 le nombre d'or, et le mât vaut 1 également, avec des précisions de l'ordre entre 10 et 50 mètres, travaillé donc sur le logiciel Google Earth. Je vous parachute ça de façon très abrupte, mais ce triangle d'or, il naît en fait de 4 points. Le point A, c'est la pointe exacte du Mont Blanc du Tacu. Le point B, c'est la chartreuse du reposoir, qui est dédiée au féminin et à Marie. Et le point C, c'est le pas de l'Écluse, qui est protégé par Notre-Dame de Léa. Et le point D, c'est le site de Vezancy, où il y a une chapelle également dédiée au féminin sacré, qui marque l'un de ces points. C'est cet environnement de Genève, de ce grand triangle d'or qui mesure 80 km de long par 32 km de large, eh bien, il est en quelque sorte la grande matrice qui crée la magie du Grand Genève qui émane dans le monde entier. C'est un peu court dans un symposium pour parler de ceci, mais il faut savoir que le nombre d'or a une capacité, c'est d'abord d'être dans notre ADN, dans notre corps, dans notre ossature, mais sa capacité, c'est de manifester la fractalité, c'est-à-dire la capacité à multiplier les plans d'information pour que l'énergie du vivant puisse être multi-informée au travers
de ce code, le code Phi 1618. Donc ceci est une particularité unique, à mon avis, des grandes villes de la planète. Genève est dotée de ce mystérieux triangle qui lui donne des capacités extraordinaires. Et le centre géométrique du triangle, très précisément, est le territoire de la déesse dédié au féminin sacré. Vous voyez ici, sur le point exact où était placé le tumulus de la pierre aux dames, 36 mètres de long, 23 de large, 5 mètres de hauteur. Et au-dessus, vous avez, de façon assez exacte, je pense, la pierre aux dames dont vous avez vu une photo, qui est actuellement dans la cour du musée d'art et d'histoire, et qui en puissançait tout ceci. C'était en quelque sorte, on va dire, le point sacré de ce site de la déesse, dans cette plaine aux dames, sur laquelle passe la grande veine d'énergie Genève-Mont-Blanc, et ainsi que d'autres paramètres assez extraordinaires, qui ont fait un lieu vraiment chargé de sens, et que nous devrions, au niveau du territoire, protéger. Voilà, vous voyez cette pierre aux dames. Je passe rapidement. La particularité de ce site, c'est que à peu près, il y a 4000 ans, peut-être 4500 ou 5000 ans, les anciens ont posé 4 pierres selon la géométrie du nombre d'or. Et il faut juste se recentrer par rapport à l'époque. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui avaient la connaissance des mathématiques sacrées, qui ont implanté à une échelle quand même de plusieurs, de l'ordre du kilomètre. Il faut des capacités de géomètre pour faire ceci. 4 pierres qui manifestent ce triangle, et la pointe en haut à droite, c'est l'endroit où se trouve la pierre aux dames et le tumulus. Et la matrice de ce losange, qui est constitué de 4 triangles d'or, c'est la matrice, encore une fois, de la grande pyramide de Gizeh. Il y a quelque chose qui nous interpelle quand on voit ceci, vu l'époque. Et il faut savoir donc que les géométries sacrées permettent au territoire de communiquer par fractalité. Voilà, je termine maintenant. Il y a 5 planches, donc on va arriver juste dans les temps. Ici, les qualités multidimensionnelles de Genève, la capacité de connexion à la trame et l'émanation Shibulama, qui est une posture spirituelle pour se connecter avec le territoire. Ici, c'est une synthèse que je me suis permis de réaliser en mettant en relation les 5 éléments, les 5 montagnes, avec des qualités qui sont, commençant par l'Est, le dialogue, la transformation, la paix, la découverte et la diffusion, avec une capacité, à mon avis, qui figure au centre de ces qualités, qui est la force d'expansion, mais également la force de résilience, de renaissance qui s'exprime à Genève. Voilà, je vais maintenant terminer. Les Kogis disent que pour se connecter au corps créateur de la trame d'un territoire, il est judicieux d'adopter une posture spirituelle qu'ils nomment Shibulama. Shibulama, très simplement, c'est l'acte créateur issu de l'amour entre deux êtres, le masculin et le féminin, qui fait naître la vie au cœur de la trame sacrée du vivant. Une toute très courte définition, Shi, c'est les fils, le savoir de base, le but, la capacité à relier, tisser des liens et féconder et conscientiser. Et là, la vérité, une réalité plus large. Ma, l'énergie de la vie qui permet la fluidité des relations. Voilà, c'était un Shibulama. À mon avis, lorsque nous sommes dans cette région extraordinaire où se trouve l'ONU, peut-être à Janto ou simplement au monument Brunswick, vous avez ce paysage sublime qui, si vous êtes ouvert à ceci, vous permet de rentrer dans un état méditatif où nous pouvons connecter la source en nous-mêmes. Et cette dernière vue, voilà, eh bien, l'esprit de la paix de Genève rayonne grâce à la grande trame vivante du territoire dans le monde entier, à partir du nid de l'aigle. Vous savez que bien sûr, dans le blason de Genève, il y a l'aigle et la clé. C'est le centre de Genève, mais tout le Grand Genève est concerné par ceci. Et je dis que la clé, post-tenebras lux, a pour seconde devise, je cherche à fusionner, à unir, à servir. Elle facilite notre connexion intérieure à l'état de paix au travers de la nature par lequel nous expérimentons la joie d'être, l'énergie limitée, le respect du vivant
et la vastitude de la source. Je vous remercie de votre attention. Merci Jacques. Voulez-vous vous relever devant tout le monde? Là, ce serait bien. Merci beaucoup Jacques. Ce soir, il y a un miracle, c'est que tu as tenu les temps. Alors, c'est formidable, avec une densité mais qui, moi, me soulève. Je l'ai entendu, on a parlé des centaines de fois, mais chaque fois, ça me soulève. Et sa dernière invitation de prendre conscience de ce réseau d'énergie lorsque vous êtes dans la région et que vous avez le temps simplement de vous arrêter, vous verrez, faites l'expérience. Vous ne pourrez plus vous en passer. C'est une des forces qui vont aussi vous nourrir individuellement, personnellement, et pas seulement la Grande Genève. Merci. Beaucoup. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été là et d'avoir contribué à nos réflexions. Et Sarah, je te rends le Merci micro à et le vous. pouvoir. Un grand merci d'être venu pour partager cette envie de paix. Merci aussi pour ces témoignages, pour moi, qui me touchent beaucoup. C'est aussi pour ces raisons-là que j'avais l'impression qu'il fallait que la culture soit réellement là pour donner un équilibre, ou en tout cas pour faire contrebalancier avec ce dont vous parlez. Parce que moi, je suis très frappée aussi par le fait que Genève est aussi un endroit, une plaque tournante, où financièrement, il y a plein de choses qui ne sont pas aussi lumineuses que ça. Et je trouvais qu'il fallait vraiment faire repartir la balance dans l'autre sens, donner une force culturelle et un équilibre de réflexion, simplement de questionnement sur qu'est-ce que c'est la paix. Donc voilà, tout l'événement est là pour se questionner sur ça. On a un mois de conférences et de réflexions sur cette thématique. Vous pouvez assister à la pièce de théâtre donc, qui parle aussi de cette thématique-là, c'est-à-dire de cette phrase de Gandhi qui dit « Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde ». C'est vraiment là-dessus qu'on s'est appuyé pour développer tout cet événement. La pièce de théâtre est à 20h30, elle s'appelle L'Invisible Chemin. Vous pouvez encore avoir des places si vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi avoir le privilège d'acheter un livre ou de faire signer vos livres par nos invités ici maintenant. Il y a une buvette qui vous accueille avec plaisir pour passer un petit moment en notre compagnie. Un grand merci. Je vous rappelle juste les consignes très, très importantes pour qu'on puisse continuer ce festival. C'est que dès que vous êtes levé, on vous demande de remettre vos masques. Et quand vous vous asseyez, vous pouvez les enlever. Merci beaucoup.